Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. En Martinique, la violence continue d'alimenter l'actualité judiciaire. Selon une étude européenne, 69% des Français pensent que les institutions publiques locales et régionales sont corrompues. Tropicatrium, scène nationale, accueille Emilio Vega et Paso Alfrante de Cuba, samedi le 14 mars, donc à 19h30. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Vous êtes-vous, d'une façon ou d'une autre, tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « L'histoire de la Martinique à l'école ». La pensée du jour, les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Les bénéfices sur la santé du cœur sont réels dès 2 tasses de thé vert ou 5 cuillères et demie à soupe de cacao non transformé par jour. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne, il en sera sans doute de même demain. Depuis ce jeudi 12 mars, c'est tout un réseau de trafic de cocaïne qui comparaît devant la justice. Parmi les prévenus, Jean-Marcel Nedra, footballeur local bien connu. Il avait été arrêté dans un aéroport parisien avec sa compagne en possession de 102 kilos de poudre blanche. Le monde de l'éducation s'inquiète après une agression survenue au collège Julia-Nicolas à Fort-de-France. Un adulte relais a été violemment pris à partie par un élève inscrit dans un dispositif adapté, provoquant la colère des syndicats enseignants. Ils ont déclenché un mouvement de débrayage pour dénoncer les conditions de sécurité dans les établissements scolaires. En Martinique, la violence continue d'alimenter l'actualité judiciaire. Un homme a été abattu par balle dans la nuit de mardi à mercredi à Fort-de-France, portant à 7 le nombre d'homicides enregistrés depuis le début de l'année sur l'île. Les faits se sont déroulés dans un quartier de la capitale et la victime aurait été prise pour cible par un ou plusieurs tireurs encore activement recherchés. Les enquêteurs privilégient pour l'heure la piste d'un règlement de compte dans un contexte de tension persistante liée au trafic de stupéfiants. Toujours à Fort-de-France, un homme de 37 ans a été blessé par arme à feu lors d'un autre incident signalé dans la ville. Les secours sont intervenus rapidement pour prendre en charge la victime, hospitalisée au CHUM. Les circonstances précises restent floues, mais une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs et de comprendre les motivations de l'attaque. Un accident de la route a fait 2 blessés à Rivière-Salée au niveau du rond-point de Petit-Bourg. Le choc frontal entre 2 véhicules s'est produit en début de journée hier et a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers pour désincarcérer les victimes. Les 2 conducteurs ont été transportés à l'hôpital tandis qu'une enquête doit encore déterminer les causes exactes de la collision. Selon une étude européenne, 69% des Français pensent que les institutions publiques, locales et régionales sont corrompues. Et selon l'Agence française anticorruption, les atteintes à la probité ont augmenté de 50% entre 2016, l'année de sa création, et 2024. Plus de 60% des signalements en 2024 concernaient des affaires de corruption des collectivités territoriales. Les communes, par exemple, gèrent annuellement plus de 100 milliards d'euros de dépenses publiques et il existe de nombreuses occasions de corruption dans la vie locale, notamment dans les achats publics, l'attribution de subventions, la gestion des ressources humaines ou l'octroi d'autorisations en tout genre, notamment liées à l'urbanisme. Or, un rapport de la Cour des comptes de 2025 mentionne que souvent les communes ne définissent pas de façon précise leurs besoins, que la mise en concurrence des prestataires est loin d'être systématique, que les règles de sélection ne sont pas toujours claires et que les prestations réalisées ne sont pas formellement évaluées.
Par ailleurs, lorsqu'un maire exerce son mandat depuis de nombreuses années, le risque de pratiques clientélistes et de conflits d'intérêts s'intensifie. En France, 45% des maires en exercice effectuent au moins 2 mandats. Or, la multiplication des mandats consécutifs peut renforcer l'emprise de réseaux d'influence. Les études montrent d'ailleurs que l'alternance politique contrarie l'enracinement de la corruption. Il existe en outre un effet de contagion. Quand une municipalité est touchée par la corruption, les communes avoisinantes présentent un risque accru d'être également concernées. Certes, depuis 2013, les maires doivent faire une déclaration de patrimoine, mais la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique estime qu'à peine plus de 50% des déclarations initiales seraient exactes. Les mairies se sont également pourvues de comités d'éthique, mais ces derniers sont composés de proches de l'exécutif et se limitent souvent à des avis consultatifs. Et même si une mairie adopte une charte déontologique, cette dernière n'a aucune valeur contraignante. Il existe par ailleurs des mécanismes de contrôle interne, audit, inspection, qui sont censés garantir la probité des élus. Mais les directeurs financiers et les services d'audit des mairies dépendent hiérarchiquement de l'exécutif municipal que de toute évidence ils évitent de contrarier. D'autant que dans l'entourage des maires, la première des vertus n'est pas la probité, mais la fidélité au chef. Certes, il existe aussi des contrôles externes, comme les chambres régionales des comptes, par exemple, mais les moyens humains et financiers très limités dont ils disposent ne leur permettent de contrôler qu'une infime partie des collectivités. De plus, les rapports officiels indiquent que les manquements à la probité ne sont pas toujours suivis d'effet. Selon la Cour des comptes, les poursuites disciplinaires dans la fonction publique sont peu fréquentes et 53% des dossiers transmis au parquet ne font pas l'objet de poursuites. Or, lorsque les fraudeurs ne sont pas punis, la corruption devient progressivement un phénomène normal. Pourtant, les audits peuvent être efficaces puisqu'on constate que plus les contrôles sont rigoureux et indépendants, moins la corruption est importante. Sur le plan culturel, le projet Emballe en mai poursuit son développement en réunissant artistes et chercheurs de Martinique, de Dominique et de Sainte-Lucie. Cette initiative vise à renforcer les échanges culturels et scientifiques dans l'espace caribéen à travers des résidences et des projets artistiques collaboratifs. On s'en souvient, de nombreuses exploitations agricoles avaient souffert des fortes pluies de janvier à février 2025. Il est possible désormais pour ces entreprises de recevoir une aide pour la reconstruction de leurs exploitations. Il s'agit d'une aide européenne, le FEADER 2023-2027, actionnée par la collectivité territoriale de Martinique. Il faut bien entendu déposer un dossier et ça doit être fait avant le 30 mars prochain. Les dépenses éligibles sont celles qui ne sont pas couvertes par les autres dispositifs nationaux, comme les fonds de secours par exemple. Le taux d'aide publique est de 100% pour les coûts d'investissement éligibles. Les opérations de plantation sont aidées à hauteur de 80% des coûts éligibles. L'utilisation de coûts forfaitaires est mise en œuvre pour les cultures suivantes. 3 300 € par hectare pour la canne, 6 535 € par hectare pour la banane et enfin 6 895 € par hectare pour le verger. Pour les autres plantes pérennes, les dépenses seront appréciées sur la base de devis comparatifs. Vous pouvez vous rapprocher de la CTM pour plus de renseignements. Tropicatrium, scène nationale, accueille Emilio Vega et Paso al Frente de Cuba ce samedi, le 14 mars, donc à 19h30. Ce concert est aussi un acte de solidarité avec le peuple cubain. Paso al Frente est un groupe de smooth jazz cubain créé il y a presque 10 ans par le musicien, producteur, compositeur et multi-instrumentiste Emilio Vega. Il fusionne le jazz avec la pop, le rock, la musique cubaine et antillaise. Dirigé par Emilio Vega, le groupe a été nommé aux Grammy Awards à plusieurs reprises
et est multi-récipiendaire des prix Cuba Disco. Emilio Vega est aussi le directeur musical de la Journée internationale du jazz de l'UNESCO à La Havane. Dans le sud de l'île, plusieurs habitants ont signalé une série de homejacking survenus au cours des derniers jours. Ce sont des cambriolages au cours desquels des individus se seraient introduits de nuit dans des habitations pendant que les occupants dormaient, dérobant argent, téléphone et objets de valeur. Les victimes dénoncent un sentiment d'insécurité croissant et appellent les autorités à renforcer les patrouilles. L'assistance au suicide est dépénalisée en Allemagne depuis 2020 et la jurisprudence admet qu'on peut y avoir recours indépendamment de toute maladie. Depuis cette décision, de plus en plus de personnes mettent fin à leur jour à l'aide d'une perfusion en présence d'un médecin. Les célèbres jumelles Kessler, sportives, puis chanteuses, danseuses et comédiennes, sont décédées le 17 novembre de l'an dernier par assistance au suicide. Or, chaque fois que le suicide d'une personnalité est largement médiatisé, le nombre de suicides augmente en Allemagne. Les experts réclament donc des règles plus précises. À Schœlcher, une opération conjointe de la police nationale et de la gendarmerie a permis de contrôler plus d'une centaine de véhicules sur la route nationale. Au total, 132 conducteurs ont été vérifiés et 43 infractions relevées allant du téléphone au volant au défaut de permis en passant par la conduite sous stupéfiants. Cette action s'inscrit dans une stratégie de lutte contre l'insécurité routière. Dans le centre-ville de Fort-de-France, l'ouverture d'un nouveau magasin Ecomax au centre commercial à Cours-Périnon marque une étape importante pour la revitalisation commerciale du secteur. Le commerce a ouvert ses portes hier, mercredi matin, plus d'un an après la fermeture de l'ancien Carrefour Market. Au large de la Martinique, 3 plaisanciers ont été secourus après le naufrage partiel de leur voilier dans le canal de Sainte-Lucie. L'équipage a lancé un appel de détresse mardi après une avarie majeure. Les secours en mer sont intervenus rapidement pour récupérer les navigateurs tous sains et saufs malgré les conditions difficiles. La guerre au Moyen-Orient a fait exploser la demande de jets privés au départ de Dubaï, faisant grimper les prix à des niveaux vertigineux jusqu'à 20 000 € le siège. Dans une région où se trouvent environ 400 000 Français, nombreux sont ceux qui cherchent à fuir un espace aérien devenu risqué et un trafic commercial très perturbé. À Dubaï, l'aéroport international a été partiellement paralysé et les rares vols réguliers sont pris d'assaut, tandis que les vols de rapatriement organisés par la France ne peuvent évacuer qu'une faible partie des personnes souhaitant rentrer. Les voyageurs les plus fortunés se tournent donc vers l'aviation d'affaires. La demande de jets privés au départ de Dubaï ou d'autres aéroports de la zone est décrite comme multipliée par 90, entraînant des tarifs autour de 200 000 € pour un avion d'une dizaine de places vers l'Europe. Derrière cette flambée, les compagnies invoquent plusieurs facteurs: explosion des primes d'assurance en zone de guerre, vol à vide pour acheminer les appareils vers le Moyen-Orient, surcoût pour convaincre des équipages réticents de voler dans une région sous la menace de missiles. Les contraintes opérationnelles sont également fortes.
Couloirs aériens saturés, créneaux de décollage et d'atterrissage difficiles à obtenir et autorités qui restreignent l'accès à certaines compagnies jugées insuffisamment couvertes. Faute de pouvoir répondre à une demande massive, les courtiers montent aussi des vols charters, c'est-à-dire des avions de ligne affrétés hors du circuit commercial, vendant des sièges entre 8 000 et 15 000 euros pour des destinations comme Casablanca. Dans tous les cas, partir suppose des moyens financiers importants, ce qui accentue les inégalités entre voyageurs, même si les appels affluent de tout le monde, des jeunes mariés aux grandes entreprises. Au tribunal correctionnel de Fort-de-France, un quinquagénaire a été condamné à 10 mois de prison pour transport de cocaïne. L'homme avait été interpellé à l'aéroport Aimé Césaire avec près de 900 grammes de drogue dissimulée dans ses bagages. La justice rappelle ainsi la fermeté des autorités face au trafic de stupéfiants dans la région. Au Lamentin, un nouveau centre de soins ambulatoires baptisé CAI Santé Urgence a récemment ouvert ses portes à Acajou prolongé. L'établissement accueille des patients sans rendez-vous afin de désengorger les urgences hospitalières et offrir une prise en charge rapide pour les soins non programmés. Plusieurs observateurs tirent la sonnette d'alarme face à la disparition progressive de certaines espèces endémiques en Martinique. Des spécialistes de la biodiversité appellent à renforcer les actions de protection et de sensibilisation afin d'éviter une érosion irréversible du patrimoine naturel de l'île. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Vous êtes-vous, d'une façon ou d'une autre, tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune ? Vous êtes-vous d'une façon ou d'une autre tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune? Oui, parce qu'il y a des choses que nous avons trouvées qui ne vont pas. Alors nous avons une candidate qui est vraiment authentique. Vraiment, c'est une candidate qu'on voit qui peut faire quelque chose pour la commune du prêcheur. Non, c'est Fort-de-France. Ben écoute, j'ai déménagé à Schellcher et j'ai pas eu le temps de m'inscrire sur la liste de Schellcher, donc voilà. Et puis j'y crois plus en fait, je crois. Oui, tout à fait, oui. Parce que c'est normal qu'on puisse s'intéresser à la vie de la cité, voilà, aux enjeux qui s'y attachent. C'est aussi un devoir citoyen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que le maire pour lequel nous votions n'est plus là et son remplaçant ne semble pas être celui, à mon avis, qui serait qui serait au fait des affaires de la commune. Bon, là maintenant, si je ne sais pas si je vais voter, mais si je vais voter, je crois que je vais voter pour l'équipe qui se présente contre lui. Pas du tout, la politique, pas du tout. Parce que tous les mêmes. On va faire, une fois qu'ils y sont, il faut comme c'est les précédents. Et puis en plus, maintenant, ils défilent là, et on leur met des bracelets, ils vont au toll. Alors vous voyez, donc, Schellcher. Vous êtes-vous d'une façon ou d'une autre tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune? En Martinique. Vu que je connais pas toi, mais je suis l'actualité un petit peu, voir les nouveaux élus, voir les candidats, ce qu'ils proposent. Parce que vous êtes en vacances là. Je suis en vacances. Mais c'est toujours intéressant. Mieux vaut savoir avec qui on a affaire en Martinique, plutôt que de ne pas voter pour quelqu'un. Puis maintenant, les gens, ils veulent pas non plus trop avant de se lancer. Ils veulent savoir qui ils ont affaire, quel est le programme, des choses comme ça. Donc, ce qui est un petit peu logique. Donc c'est pour ça. Donc, mais sinon, voilà, sur l'actualité, il faut bien parce que l'année prochaine, c'est les présidentielles. Donc, il faut que les candidats, les futurs, ceux qui vont nous représenter,
voilà, il faut qu'ils aient, nous, qu'on puisse les connaître et puis ce qu'ils vont nous proposer aussi en contrepartie. Oui, parce que Fort-de-France a été traité de mauvaise façon depuis des années et que les gens se complaisent dans un système où on vote toujours pour les mêmes et puis un système qui est en place et les gens ont peur de changer en fait. On vote comme les vieux qui ont voté pendant 40 ans pour les mêmes personnes sans avoir pris le temps de regarder ce qu'il y avait autour, quoi. On se complaît dans la médiocrité, voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « L'histoire de la Martinique à l'école ». Nous vous disions hier que des intellectuels martiniquais se mobilisent avec la dernière énergie pour qu'on apprenne le créole à l'école, qu'il devienne obligatoire, et puis qu'on apprenne également l'histoire de la Martinique. On ne sait pas si on va fabriquer une agrégation en histoire de la Martinique comme on a fabriqué une agrégation en créole. Ça vous fait peut-être sourire, mais ce n'est pas drôle du tout. Actuellement, il existe une agrégation en créole, mais c'est en créole martiniquais. Rien à voir avec le créole haïtien, parlé pourtant par 12 millions de Haïtiens et dont il est la langue nationale. Pourquoi pas la même chose avec l'histoire? Mais là n'est pas véritablement le problème. Le problème, enfin l'un des problèmes en tout cas, c'est de savoir ce que l'on va enseigner aux élèves. Parce que le fait est que notre histoire est faite en grande partie de l'esclavage de nos ancêtres. C'est le cas de nombreuses civilisations. La Rome antique par exemple, et même la France, jusqu'à la Révolution de 1789. Il y avait une forte part d'esclavage dans le servage. Eh bien, dans l'histoire de ces civilisations-là, ce que l'on apprend en réalité, c'est l'histoire du maître, c'est l'histoire du dominant, et c'est naturel. Quelle histoire peuvent avoir des esclaves, hommes et femmes occupés toute la journée à couper de la canne à sucre, jour après jour, mois après mois, année après année, et ne se reposant que pour avoir la force de travailler encore, de travailler toujours, de couper la canne à sucre. En clair, les professeurs qui voudront enseigner l'histoire de la Martinique vont en réalité, pendant une longue période, ne pouvoir enseigner que l'histoire du monde béquet. Et c'est quoi l'histoire du monde béquet? Eh bien, c'est que, à cause d'une tempête, le béquet X a failli perdre la vie sur le bateau négrier qui le ramenait d'Afrique, où il avait acheté 50 esclaves à très bas prix. C'est également l'histoire de ce béquet W, qui a vendu à très bon prix cette fois son nègre étalon au béquet Y, tandis que la famille du béquet Z retrouvait la sérénité après les remous autour de l'héritage de son père décédé. Eh bien, ce sera ça, notre histoire. Et qu'est-ce que ça peut être d'autre pendant tout le temps qu'a duré l'esclavage? Mais, heureusement, il y a l'après-esclavage. Il faudra commencer par détruire le 22 mai. Expliquer que les Martiniquais n'ont pas arraché leur liberté le 22 mai. Le 22 mai 1848. Ils l'avaient déjà depuis le 27 avril. Ils ont simplement gagné quelques semaines. Dans l'histoire des peuples, généralement, on qualifie d'insurrection un mouvement mûrement réfléchi et soigneusement préparé avec pour objectif la prise du pouvoir. Dès lors, il n'est pas certain que le Mina Sophie ait participé à une insurrection en 1870 dans le sud de la Martinique. Mais peu importe, les choses vont vite changer. En 1946, nous devenons des Français comme les autres, et en principe, seul l'éloignement justifie qu'un ministère nous soit spécialement consacré. La Martinique est un département comme il y en a une centaine. Et bien entendu, il ne viendrait à l'idée de personne d'enseigner l'histoire de chaque département à l'école. Qu'est-ce qui peut justifier que nous bénéficions de statut à part
à ce niveau-là. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Plus d'1 million de patients touchés en France, probablement 2 fois plus d'ici 20 ans, mais toujours aucun traitement permettant de freiner la maladie d'Alzheimer. On pourrait peut-être sortir de cette impasse grâce à des anticorps monoclonaux qui ciblent la protéine dite bêta-amyloïde, suspectée d'être à l'origine de cette pathologie particulièrement complexe. Elle entraîne, rappelons-le, une perte de mémoire, mais aussi des troubles du comportement, des difficultés à exécuter certaines tâches ou encore des changements d'humeur. Développé par un laboratoire, ce traitement est administré par perfusion toutes les 4 semaines. La conclusion de l'essai clinique de phase 3, dernière étape avant une éventuelle mise sur le marché, paraît prometteuse. Et la maladie a progressé d'environ 30% moins vite chez les personnes ayant reçu la molécule au sein d'un panel d'environ 1300 volontaires âgés de 60 à 85 ans et à un stade précoce du déclin cognitif. Pour autant, cette molécule risque de ne pas changer la donne à court terme. Tout d'abord, les anticorps fonctionnent bien sur la cible définie, mais l'impact clinique en valeur absolue est limité. Comprenez que les patients du groupe traité progressent beaucoup comparé au groupe placebo, mais ils restent très affectés, d'autant plus qu'il n'y a pas de retour à la normale à espérer. Par ailleurs, certaines personnes réagissent très bien au traitement, d'autres beaucoup moins, et on ne sait pas vraiment pourquoi car les échantillons sont trop petits. Contacté, le laboratoire indique que le prix du médicament n'est pas encore fixé et qu'il pourrait être moins élevé en Europe qu'aux États-Unis. Encore faut-il que ce traitement soit autorisé. Certains chercheurs signalent que ce traitement à lui tout seul ne va pas changer la donne, mais c'est un appel à investir lancé aux entreprises pharmaceutiques qui s'étaient majoritairement désengagées de cette recherche. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.